Alors, Martin, je vais répondre d'abord à ta question là, au sujet de l'ignorance. Je réfléchissais et je me suis rappelé cette citation là, de Descartes. Lorsque j'eus achevé tout ce cours d'études, au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeai entièrement d'opinion, car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs, que je n'avais fait d'autre profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Alors, c'est dans le discours de la méthode. Voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier le Collège Édouard Montpetit de son invitation et le CEPHIR, bien entendu. Remercier aussi les conférenciers qui m'ont précédé, alors, qui étaient excellents. Alors, ça va être difficile pour moi. Ça me met une pression énorme. C'était très bon. Notamment la présentation de Mme Loret, parce que la mienne la recoupe un peu, notamment sur Freud, sauf que ce que j'ai fait, moi, c'est moins bien. Donc, c'est d'autant plus difficile. Aussi, je voudrais mentionner que pour nous, du Collège militaire royal de Saint-Jean, la question des attentats suicides a une dimension personnelle, puisque nous avons perdu l'adjudant Patrice Vincent, âgé de 53 ans, et qui prenait sa retraite pour raison médicale. Il était très malade. Et il a été tué par un jeune qui a commis un attentat suicide en 2014. Donc, c'est sûr que quand on réfléchit à ces questions-là et qu'on connaît quelqu'un qui est mort suite à un attentat suicide, ça prend un relief un peu différent. Donc, je salue sa mémoire aujourd'hui. Bien. Alors, ma présentation s'intitule « La violence contre soi-même » ou « Le nihilisme au cœur du terrorisme contemporain ». Alors, ça fait écho, bien entendu, au livre d'Olivier Roy, que je vais commenter une toute petite partie aujourd'hui. Quiconque s'intéresse à l'actualité aura probablement remarqué l'accumulation de nouvelles désespérantes et le pessimisme ambiant. Les attentats suicides commis par des djihadistes contribuant à cette ambiance mortifère. Je n'essaierai pas de montrer l'existence d'un lien entre ces phénomènes, mais j'observe tout de même que notre époque ne s'est toujours pas libérée du malaise dont parlait déjà Sigmund Freud il y a près d'un siècle. L'instinct de mort, dirait-il peut-être, continue son travail silencieux dans l'intimité de l'être vivant. Je vais essayer de commenter une phrase du livre intitulé « Le djihad et la mort » d'Olivier Roy. Plus précisément, celle où l'auteur affirme, au sujet des attentats qui font les manchettes depuis une vingtaine d'années, ouvrez les guillemets, ce qui est nouveau, c'est l'association du terrorisme et du djihadisme avec la quête délibérée de la mort. Fin de la citation. Roy soutient qu'entre 1995 et 2015, pratiquement tous les terroristes se sont fait exploser, à l'exception des militants d'extrême droite. Ce que je voudrais discuter du point de vue philosophique, c'est donc la notion de quête de la mort que j'associe au nihilisme et qu'Olivier Roy place au centre du djihadisme contemporain. Cette quête serait, d'après lui, au cœur du projet des jeunes générations de terroristes. Afin de mieux comprendre et de nuancer le nihilisme dont fait état l'auteur, je me référerai, en plus du texte de Freud, Malaise dans la culture, et là avec beaucoup d'humilité, aux travaux d'Hélène Leuillet,
aux sources du terrorisme, de la guerre aux attentats suicides, et tu haïras ton prochain comme toi-même. Les tentations radicales de la jeunesse, respectivement parues en 2009 et 2017. Je ne présenterai cependant qu'une partie de leurs argumentations. Dans son acception la plus large, le nihilisme affirme qu'il n'y a rien d'absolu. Il s'agit donc d'une forme de relativisme. Au XIXe siècle, en Russie, il s'agit d'une idéologie fondée sur le refus de toute contrainte sociale et la recherche de la liberté totale. Dans la philosophie de Nietzsche, on peut trouver des traces du type de nihilisme qui caractérise l'époque contemporaine. Sous sa forme passive, le nihilisme est dans la philosophie nietzschéenne la conséquence des désillusions provoquées par l'effondrement des idéaux du progrès et du christianisme. C'est donc une autre forme de relativisme, puisque aucune valeur ne prend le dessus sur les autres. Il n'y a plus de valeur qui dépasse les autres. Tout se vaut. Si l'on se place maintenant du point de vue de l'analyse du terrorisme contemporain, les nihilistes sont d'abord, d'après Hélène Leuillet, ceux qui nient. Ouvrez les guillemets. Le nihilisme, précise-t-elle, radicalise la négation. Pour se radicaliser, la négation devient une négation totale, une fin en soi, absolue, à la fois dans le champ de l'action, tout détruire, et de la pensée, tout dénigrer. Fin de la citation. Dans un ouvrage précédent, l'auteur affirmait, dans le même sens, le rôle primordial du nihilisme dans tout terrorisme radical. Cette vision rejoint ou reprend ce que disait Freud dans Malaise dans la culture au sujet d'un instinct de mort inhérent à la condition humaine. Force est de conclure que le passage par le rien, dont parle Hélène Leuillet, s'inscrit parfaitement dans ce modèle. Il est en effet plausible de penser que le retour au néant par la destruction puisse correspondre à un désir profondément ancré dans la psyché humaine. Psyché dont la description ne ressemble guère à un conte de fées ou à ce que Jean-Jacques Rousseau présentait de l'homme à l'état de nature. Ouvrez les guillemets, je cite Malaise dans la culture. L'homme, dit Freud, n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Un peu plus loin, il ajoute « Il est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. » Fin de la citation. D'après le fondateur de la psychanalyse, cette agressivité peut attendre une provocation ou bien se mettre au service d'un but qui pourrait être atteint pacifiquement. Mais cette hostilité primaire, dit encore Freud, menace sans cesse de ruiner les sociétés civilisées. Raymond Aron citait, dans le même sens, cette parole du philosophe Alain. Ouvrez les guillemets. La civilisation est une mince pellicule qu'un choc suffit à déchirer, et la barbarie surgit à travers la déchirure.
Fin de la citation. Les dernières années ont été marquées en Occident, et notamment en France, par de telles déchirures, et la barbarie a, en effet, surgi de toutes parts. Pour limiter l'agressivité humaine, la civilisation dispose de différents outils. Freud parle abondamment de l'art, de la science et de l'éthique. Dans ce contexte, comment peut-on interpréter les attentats suicides auxquels nous assistons? On peut comprendre le suicide. Tout homme a le droit de mettre un terme à ses souffrances, disait Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre. Sénèque avait le droit de mourir pour se soustraire à la tyrannie de Néron. Le contre-amiral américain James Bond Stockdale avait le droit de tenter de s'enlever la vie dans les prisons vietnamiennes pour mettre fin à la torture et pour ne pas trahir ses camarades d'infortune. Cela n'a rien à voir avec l'amour de la mort et avec les attentats suicides. Attentats qui ne sont d'ailleurs pas vraiment des suicides. Aimer la mort est devenu un slogan censé démontrer l'avantage des djihadistes sur les soldats occidentaux. Ces derniers n'aiment pas la mort. Ils veulent revenir de la guerre vivants. Les djihadistes, eux, recherchent la mort. Elle ne leur fait pas peur. C'est pour eux une apothéose, une consécration et une libération. Cette glorification de la mort pose problème et ne peut s'expliquer que par une dépréciation équivalente de sa propre vie et de celle des autres. Ouvrez les guillemets. On ne peut pas se dissimuler qu'aimer la mort, dit Hélène Leuillet, signifie en fait haïr son prochain comme soi-même. Fermez les guillemets. Du point de vue éthique, on ne peut qu'être d'accord avec elle lorsqu'elle ajoute, ouvrez les guillemets, il vaudrait mieux commencer par se traiter soi-même comme un autre, respecter la part d'altérité qu'on porte en soi, qui est source du langage et du désir, et à ce titre, seule pacifiante. Fermez les guillemets. Alors, cette citation me rappelle, encore une fois, Paul Ricoeur. Alors, c'est la jonction là, de la psychanalyse et de la philosophie, mais dans le bon sens du terme. Soi-même comme un autre, hein, ça veut dire s'aimer soi-même comme on aime un autre. Si le règlement pacifique des conflits passe par le langage, comme le souligne Hélène Leuillet, et si, comme le disait déjà Cicéron, les êtres humains peuvent se battre avec des mots, alors que les bêtes ne le peuvent pas, il faut aussi tenir compte d'une autre remarque de Freud. Elle concerne les limites de l'approche éthique. Tenter d'imposer les principes éthiques à toute force à l'encontre de l'instinct de mort peut provoquer une réaction explosive. En d'autres termes, tenter de combattre le terrorisme au nom de principes éthiques élevés pourrait provoquer l'inverse de l'effet recherché. Radicaliser encore plus. Même chez l'homme prétendu normal, dit Freud, la domination du soi par le moi ne peut dépasser certaines limites. Fin de la citation. Si nous transposons cette réflexion de Freud dans le contexte contemporain, la prévention de la radicalisation qui s'appuierait uniquement sur l'éthique serait donc vouée à l'échec. Il semble enfin que bon nombre de jeunes djihadistes ayant rejoint Daesh étaient attirés non pas seulement, ou même pas du tout, par la possibilité de mourir en martyr, mais tout autant, et même plus, ou surtout, par des motivations aussi triviales qu'avoir de l'argent dans leur poche, une vie d'aventure et des femmes.
Ces jeunes djihadistes ne connaissaient pas, pour la plupart, les théories de penseurs djihadistes comme Qutb, Azam ou Al-Souri, ni aucune doctrine théologique précise, ou même le Coran. Ils sont, en fait, généralement peu instruits et imperméables aux théories sophistiquées. Ceci m'amène à conclure que l'amour de la mort n'est peut-être pas aussi fort qu'il y paraît et qu'il ne concerne en réalité qu'un très petit nombre de djihadistes. La difficulté pour les recruteurs consistant à les repérer et à en coordonner l'action. En fait, le recrutement de jeunes gens prêts à se faire exploser est probablement le grand défi du terrorisme contemporain. Les autres aspects de l'action violente étant relativement faciles à surmonter par rapport à celui-là. Le désir de mourir n'est peut-être pas aussi répandu dans le monde musulman qu'on le croit parfois. C'est en tout cas ce que l'on peut penser à la lecture d'Abu Moussad al-Souri. De son point de vue, ce qui caractérise notre époque, c'est l'intensification de la guerre contre les musulmans. Et cela un peu partout dans le monde. L'attaque dite terroriste du 11 septembre 2001 a été l'occasion de déclencher la plus grande chasse à l'homme de l'histoire. Cette opération d'envergure mondiale a réussi à détruire pratiquement toutes les têtes dirigeantes du djihad, tous les camps d'entraînement et les quartiers généraux. Al-Souri voit la situation actuelle comme désespérée. De plus, il affirme que s'il y a plus d'1 milliard de musulmans dans le monde, pas plus de quelques milliers sont prêts à combattre pour leur religion. Inutile de dire que parmi ce petit nombre, très peu sont des candidats au martyre. Si l'on revient à la thèse d'Olivier Roy, selon laquelle ce qui est nouveau tient à l'association de la quête de la mort au terrorisme et au djihadisme, on peut conclure qu'elle est vraie. Cette thèse est défendable, au sens où il y a bel et bien émergence d'une configuration inédite dans le phénomène des opérations martyrs. Le terrorisme et le djihadisme n'étaient pas auparavant associés à la volonté de mourir, mais plutôt à la volonté de combattre au risque de mourir, ce qui est différent. Il est cependant vrai, aussi, que la quête de la mort est également, d'une certaine manière, une constante de l'histoire de l'humanité et que, en ce sens, il n'est pas surprenant de la voir ressurgir au sein du terrorisme et du djihadisme. Surtout lorsqu'on tient compte du fait que l'un et l'autre sont des formes exacerbées de guerre, l'une par l'idéologie, l'autre par la religion. Merci. Merci pour cette présentation qui respecte le cadre de temps à la seconde près. Donc, on a le temps pour peut-être quelques questions spécifiques pour M. Imbeau. Donc, la salle, la parole est à la salle. Non. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions. C'est plus un commentaire. Oui. C'est intéressant, votre alentour du nihilisme et comment vous l'avez développé. C'est davantage un... Et comment, je n'ai pas la citation, mais ce nihilisme qui est nier tout, il y avait une progression comme ça qui était très belle. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint aussi la question de l'esprit critique qui avait été apportée par Martin Geoffroy. J'essayais d'y réfléchir et j'avais pas le temps d'intervenir, mais en réalité, le nihilisme peut infiltrer l'esprit critique. Et donc, on peut critiquer dans une forme de destruction. Et donc, c'est là où je vois le nihilisme s'infiltrer. Et alors que l'esprit critique peut ne pas être destructeur. L'esprit critique peut être une façon d'examiner, de refaire les choses, c'est-à-dire de reconstruire, de construire à partir d'une idée, de la déplier, de la déplacer.
Mais alors, je suis très heureux de ce que vous avez apporté sur le nihilisme parce que je pense que ça éclaire en même temps la question de l'esprit critique négatif. Oui, je voudrais dire un mot là-dessus. En fait, le concept qu'il faut définir, c'est le concept de réflexion. La réflexion, elle peut être critique ou, comme le disait Gadamer, elle peut être herméneutique. Alors, vous avez... alors lui, bien entendu, favorisait la réflexion herméneutique. Alors la réflexion herméneutique, elle laisse de la place pour la conservation. C'était pour ça qu'on a dit que c'est un conservateur par rapport à la réflexion critique. La réflexion critique, pour Gadamer, c'est une réflexion qui mène au nihilisme et au relativisme parce qu'elle dissout la totalité. C'est comme de l'acide sulfurique. Ça brûle tout, il ne reste plus rien. Alors que la réflexion herméneutique, inspirée d'ailleurs pour une part d'auteurs comme Freud ou Marx, où ce sont des auteurs qui recherchent un double sens au langage, bon, ben, ça laisse la place à une interprétation. Alors, c'est plus subtil comme réflexion. Alors, au lieu que d'avoir une réflexion qui dissout tout, c'est une réflexion qui, au départ, se laisse la possibilité de conserver puis de faire le tri. C'est une réflexion moins dissolvante. Alors, je dirais que de ce point de vue-là, l'approche de philosophes comme Gadamer ou Ricoeur, par exemple, est plus porteuse de sens que la réflexion critique pure ou l'application, si vous voulez, de la philosophie critique pure qui, elle, est corrosive et peut mener au nihilisme et a mené au nihilisme dans les faits. Oui. Non, c'est absolument... C'est très juste ce que vous dites. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Madame Loret? Oui. Merci. Juste une petite remarque aussi. Merci beaucoup de votre lecture et de votre apport. Moi, ce que j'ai entendu, effectivement, cet appui sur le pur désir de mort, qui est rare, effectivement, même ce que l'on retrouve quand on travaille sur les questions de suicide en général. Ce qui ressort surtout, peut-être plus qu'une culture de la mort, c'est une culture de la haine, hein, et qui va jusqu'à la haine de soi. Et j'associe aussi avec quelque chose de Freud qui disait qu'il faut être... La haine est toujours tapie derrière. Et donc, il faut toujours être très vigilant pour la maintenir bien derrière et essayer de déplacer vers l'amour qui permet de lier et de vivre ensemble. Et je crois que ce qu'il faut que l'on réfléchisse dans nos civilisations, c'est cette question de la haine. Lacan le dénonçait dans les années 60, dans un séminaire important, l'éthique de la psychanalyse. Et déjà, il disait que notre civilisation ne courait qu'au pied du mur de sa destruction, justement, et qu'on entrait dans une civilisation de la haine. C'est une bonne remarque, effectivement. On développe facilement une culture de la haine, et ça devient comme une frénésie. Il y a un plaisir à cultiver la haine, et c'est peut-être un des aspects de la culture électronique dont vous avez parlé dans votre présentation, de la culture du virtuel. Par exemple, il y a un phénomène qui s'appelle les trolls. Le troll, lui, un de ses plaisirs, c'est déclencher des messages. En fait, il se sert de la haine pour déclencher des polémiques inutiles. Je le résumerai comme ça, son action. Alors, il va, par exemple, quand il y a eu au Québec les grèves étudiantes, il y en a un troll. Lui, ce qu'il a fait, il se préparait une manifestation, puis les jeunes qui préparaient les manifestations craignaient que la police intervienne, puis qu'il y ait des débordements, mais que ce soit violent. Alors lui, il a seulement affiché un message qui disait en gros, ce serait une très bonne chose que des étudiants se fassent battre par les policiers.
Puis, c'est tout ce qu'il a fait. Il y a eu 2000 messages après d'étudiants. Là, puis, et lui, là, il est certain qu'il jouissait, parce que c'est ce qu'il voulait. Et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de messages d'étudiants pour demander aux autres de cesser de répondre, puis d'ajouter des messages, parce qu'au fond, ces pauvres étudiants, là, bon, ben, ils faisaient exactement ce que voulait le troll. Lui, il avait lancé sa boule puante, pour reprendre un terme là, utilisé en France récemment. Là. Il avait lancé sa grenade, et puis là, après, lui, il observait le résultat, puis il était content, mais c'était très haineux. Donc, il jouait sur la haine. Et l'espace virtuel de l'Internet, peut-être que ça a facilité le jeu de la haine. Il y a un jeu de la haine qui se développe plus facilement peut-être qu'auparavant. Ça, c'est possible. Et haine qui est montante aussi dans tous les mouvements politiques d'extrême droite que l'on voit se déployer partout dans le monde aussi. Madame Leuillet, ça, je n'en ai pas parlé, je n'avais pas l'espace, ni il fallait bien que je sélectionne. Mais Madame Leuillet, dans Tu haïras ton prochain comme toi-même, parle du djihadisme et du populisme. Et elle parle beaucoup là, des mouvements, elle parle beaucoup du complotisme dont a parlé Martin, entre autres aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la dernière présentation avec messieurs Gagné et Argentino, qui, donc deux spécialistes du religieux pour